Chapitre 14. Une tragédie américaine. Vers minuit, ce soir-là, alors qu'il était étendu auprès de Maévin endormi, son vice le reprit, et il se leva, passa dans la cuisine et alluma la lampe à huile. Les papillons de nuit accoururent aussitôt et se jetèrent dans le feu, qu'ils prenaient peut-être pour une civilisation. Con hésita un moment encore, lutta contre lui-même. C'était contraire à tous les serments qu'il s'était faits, à toutes les règles d'abstention et de grève des bras croisés qu'il entendait pratiquer. Mais il suffisait d'être prudent. Il sortit, fouilla du regard la nuit claire-obscure. Il n'y avait personne. Il revint dans le Farey, prit un crayon et du papier. Jusqu'aux premières heures de l'aube, il se laissa aller à sa joie très pure, sans conséquence et sans péril. Vers 4 heures du matin, lorsque le crayon tomba de ses mains, il ramassa les feuilles et les relut. C'était très beau. Il sourit, suivit encore sur le papier la trace de celui qu'il était vraiment, puis déchira soigneusement les feuilles et alla les jeter dans les latrines. Il marcha ensuite jusqu'au café du vieux Papéa, qu'il tira du lit, et ils se saoulèrent tous deux à mort, Con de désespoir et Papéa sans aucune raison valable. Vers 6 heures, il essaya de regagner le Farey, mais s'écroula au milieu de la route de Pouavia et s'endormit, cependant que la constellation du chien étincelait au-dessus de sa tête de ses feux éternels. Les Bradford le trouvèrent ainsi endormi au milieu de la route. C'était cette heure émouvante des premiers frémissements où Tahiti Nui, la vainée de Tino Tahata, maître des naissances, se lève de sa couche et revêt sa parure matinale, laissant aux mains des servantes ses voiles de nuit. Les Bradford revenaient d'une visite nocturne au tiki vivant que tous les guides de Tahiti signalaient à leurs lecteurs comme un exemple extraordinaire de la survivance des rites ancestraux en Polynésie. Vers 10 heures du matin, Con sortit de son état de stupeur alcoolique et découvrit qu'il était confortablement installé sur une chaise longue, un coussin sous la tête, sur le pont du yacht Antinéa, dont il avait à plusieurs reprises admiré la silhouette blanche, à l'endroit même où, 2 siècles auparavant, mouillait la frégate espagnole Aquila de Maxime Rodriguez, le premier blanc ayant vécu dans l'île. « Jésus !» bégaya Con, sous l'effet d'un coup de pilon particulièrement douloureux qui venait de retentir dans sa tête. « Jésus !»« Américain, je vois, » dit Mr. Bradford avec sympathie. « Vegeta Falls » grinça Con entre ses dents, simplement parce qu'il avait l'impression de tomber avec sa chaise longue dans un abîme sans fond. Bon Dieu, c'est la plus atroce gueule de bois que j'ai jamais eue depuis 8 jours. Il ouvrit encore une fois les yeux et vit un visage de femme assez gentil, aux abords de la quarantaine. L'homme avait cette tête sympathique aux cheveux grisonnants que l'on voit dans les pages publicitaires de magazines sous le titre « Comment prendre sa retraite à 40 ans avec une rente de $400 par mois ». Avec la légère différence que le yacht à lui seul devait coûter dans les $300 000. Il prit la tasse de café que Lee Bradford lui tendait. « Ce n'est pas mon affaire, dit-elle, mais vous ne devriez vraiment pas boire comme ça. » « Voilà exactement le genre de conseil qui n'a jamais empêché les marchands de whisky de dormir, remarqua son mari. Con avala le café brûlant d'un trait. Ces gens-là lui avaient été immédiatement sympathiques. Il allait falloir les remercier comme il convenait. « Vous étiez tombé au milieu de la route, en pleine nuit, dit Mrs. Bradford. C'est un miracle qu'un camion ne vous ait pas écrasé. Ça fait 3 fois que j'essaie d'en finir, dit Con. C'était toujours comme ça avec lui. Il saisissait une phrase au vol et, pour le reste, se fiait à son inspiration. Les thèmes d'improvisation ne manquaient jamais de se présenter, mais avec un mal de tête pareil, il se demandait tout de même s'il allait être capable d'inventer quelque chose de potable. Il crut prudent de fermer les yeux avec une grimace de douleur, pour se donner le temps de réfléchir. Cependant que Mrs. Bradford allait à la cuisine chercher de la glace pour son jeune front et que son mari observait le silence compatissant et discret qui s'imposait devant un tel spectacle de défiance. Les vêtements de Con étaient d'une telle saleté repoussante, couverts de sueur et de poussière, sa barbe noire soulignait son visage maigre où le nez se dressait comme une figure de proue, alors que tout le reste avait fait naufrage. Les yeux avaient l'expression de stupeur indignée de certains clochards incapables à la fois de lutter et de se résigner. C'était à peine croyable, mais pour une fois, Con manquait d'inspiration. Aucun mensonge digne de lui ne se présentait à son esprit. À croire que son amour du prochain l'avait brutalement abandonné. Il appela à la rescousse les mannes de celui qu'il considérait comme son précurseur, feu le picaro Pedro Gomez, bandit de grand chemin,
qui avait tenu en échec la puissance, sous sa forme espagnole de l'époque, pendant 35 ans, malgré l'armée et la police, mettant en déroute tous les calculs de probabilité, ce qui arrive parfois et permet ainsi à l'humanité de croire encore à son avenir. Pedro Gomez, dit le Joyeux, mourut, dit-on, à 65 ans d'une crise de priapisme, c'est-à-dire d'érection, qui avait duré 15 jours, malgré tous les efforts des religieuses accourus à son chevet. Son autre favori était le général Paddy Ockham, qui avait réussi à rouler le monde entier pendant 50 ans en se prétendant chirurgien, général, inventeur, propriétaire de mines d'or et roi de Serbie en exil, et qui avait inspiré le personnage du duc dans Huckleberry Finn de Mark Twain. Paddy Ockham avait fini au fond d'une rivière, enduit de goudron et de plumes, mais c'était au temps des pionniers. Et aujourd'hui, les risques du métier étaient insignifiants. Au-delà du lagon et de la plage, vers Orofena, les fougères géantes assiégeaient les sources bleues qui se perdaient dans le chaos végétal. Plus loin, vers Faon, invisible, de larges estuaires faisaient à la mer l'offrande des eaux douces de Vaihiria et d'Aorai. Sur les récifs, l'océan battait des ailes et les 1000 aigles blancs du surf se déployaient, s'élançaient, s'élevaient au-dessus de la barre pour retomber lourdement en perdant leurs plumes. Partout, sur la terre verte, erraient les chevaux roses et bleus de Gauguin et des vainées géantes qui n'existaient pas, mais que l'œil avait ramenées avec lui de tous les musées et cartes postales. Vers la presqu'île de Tairapou, 50 pirogues rouges, 20 rameurs par pirogue, émergeaient de la mémoire et se livraient à une course acharnée vers la boudeuse de Bougainville, avec leur cargaison de vainées nues en guise de bienvenue. « Admirable, n'est-ce pas ?» dit Mr. Bradford, qui fumait un cigare sur le pont, les yeux emplis de ce paradis terrestre qu'il avait ramené d'Europe avec lui. Peut-on imaginer quelque chose de plus beau ? Mrs. Bradford revenait avec des œufs brouillés. Ce couple américain était d'une gentillesse profonde, spontanée, faite de bonne volonté et de confiance dans le prochain, qu'il ne pouvait être question de laisser là, inutilisés. Cohn sentait qu'il n'avait pas le droit de les voir quitter l'île sans les avoir enrichis de quelque expérience inoubliable. Le cliché touristique du paria des îles était certes en bon état et toujours prêt à fonctionner, mais il fallait le mettre à jour, lui donner un aspect plus émouvant, une portée plus universelle. Une sorte de gaieté et de confiance dans l'avenir emplirent soudain son cœur, sans aucune raison apparente. L'homme devait traiter les galaxies comme de simples cailloux sur son chemin et se servir des années-lumière pour s'éclairer. Il mangea les œufs brouillés. « C'est le premier repas chaud que je fais depuis longtemps, » dit-il. « Comment êtes-vous venu à Tahiti ?» demanda Mrs. Bradford. Cohn était prêt, bon pied, bon œil. Il allait faire de son mieux. La gueule de bois n'avait pas réussi à tarir son imagination. Je ne savais plus où aller. Ça me poursuit partout. Je suis traqué. La police ? Demanda Mrs. Bradford, compréhensive. Non. Le remords, dit Cohn, qui se jetait à l'eau sans savoir encore dans quelle direction il allait nager. Il hésita un moment, accepta un cigare, cependant que les Bradford observaient ce silence discret qui est le meilleur des encouragements aux confidences. De très braves gens, vraiment, décida Cohn. On ne pouvait pas les laisser comme ça. Brusquement, d'un seul coup, alors qu'il allumait le cigare, comme une sorte de grâce, l'inspiration lui vint dans un jaillissement heureux. Il hésita encore un peu, pour plus de vraisemblance, souffla sur l'allumette. Je suis le fils de l'homme qui a jeté la bombe sur Hiroshima. Mon père ne s'est jamais occupé de moi. Il ne venait jamais me voir. Je crois qu'il n'osait pas me regarder dans les yeux. Il avait changé plusieurs fois de nom. Mais les journalistes finissaient toujours par découvrir qui il était, et il lui fallait quitter son travail, recommencer sa vie ailleurs. Il buvait terriblement. Son sentiment de culpabilité avait fini par déteindre sur ma mère, qui était issue d'une famille de quakers, et avait des principes moraux très rigides. Elle donnait des signes de déséquilibre psychique et avait essayé de me tuer, à plusieurs reprises. Elle voyait en moi le fils de Caïn, et le crime de mon père contre l'humanité était devenu pour elle une obsession qui prenait des formes de plus en plus tragiques. Par exemple, bien que je fusse trop jeune pour comprendre ce qui se passait, je voyais tout le temps des Japonais à la maison. Nous vivions sur la côte du Pacifique où les Orientaux étaient nombreux et je voyais souvent des Japonais sortir de la chambre de ma mère, parfois en achevant de se rhabiller. Je n'aurais jamais compris ce qui se passait si le psychanalyste auquel on m'avait confié à l'âge de 12 ans, afin de me préparer au choc traumatisant qui m'attendait, ne m'avait expliqué que ma mère
se donner aux Japonais par complexe de culpabilité, pour essayer de se faire pardonner, pour se racheter. Je me souviens du bouleversement psychique profond que m'avait causé cette révélation. C'est ainsi qu'à l'âge de 14 ans, je devins un délinquant, me sentant indigne d'une vie honnête. Je volais, je cherchais à me détruire pour expier la faute de mon père. Le psychanalyste de la maison de correction, à laquelle je fus confié, m'expliqua que ma mère était devenue complètement frigide avec mon père. Ayant reçu une éducation stricte et religieuse, l'idée de coucher avec l'homme qui avait bombardé Hiroshima lui glaçait le cœur. Son psychanalyste lui avait alors suggéré cette idée de fréquenter des Japonais. Elle allait pouvoir ainsi se rendre compte qu'il ne la rejetterait pas. Au contraire. C'était donc un défilé continu de Japonais à la maison. Et pendant quelque temps, nous vécûmes assez largement, bien que mon père n'eût pas de travail. Seulement les voisins se sont plaints. Ils ont accusé ma mère de se livrer à la prostitution, et mon père de vivre des fruits de sa débauche. On m'avait placé dans une famille qui fut très gentille pour moi, mais j'avais déjà dans mon subconscient ce besoin bien connu d'être puni et détesté, parce que je me méprisais et me haïssais, méprisant et haïssant en moi mon père que je voulais ainsi punir ma personne. Et je faisais les 400 coups. Il faut dire que j'étais poussé aussi par ma réputation auprès de mes petits camarades. Ils savaient que j'étais le fils de l'homme qui avait détruit Hiroshima et m'admiraient beaucoup. Je fus arrêté à plusieurs reprises, mais les juges étaient toujours très gentils avec moi, à cause de mon père. Ils comprenaient que je portais un poids terrible sur la conscience. Quand je rencontrais mon père, il était toujours sourd. Homme simple au départ, il n'était pas à la hauteur des circonstances. Il avait bombardé Hiroshima comme il eût fait n'importe quoi. Quand il s'est aperçu qu'on voulait faire de lui une espèce de Jésus-Christ, parce que l'humanité l'avait crucifié, en lui, faisant assumer la responsabilité d'un acte historique dont elle était elle-même responsable, acte qui faisait de lui un Judas de l'espèce, un Judas crucifié et devenu martyr. Il a fait tout ce qu'il a pu pour souffrir moralement, mais sans y parvenir. Il n'éprouvait aucun remords et dormait sans voir dans ses rêves des corps calcinés. C'était là ce qui avait fini par le briser. Il n'arrivait pas à se sentir coupable et finit par éprouver des remords terribles, justement de n'avoir pas de remords, en sorte qu'il commençait à se sentir un monstre, sans âme ni conscience. Il souffrait terriblement et s'était mis à boire. Il buvait déjà avant son crime, mais à présent il savait pourquoi. Mon père se sentait si coupable de ne pas se sentir coupable, qu'il n'osait plus regarder les gens en face, devenait asocial et violent. À la fin, il était à ce point en rogne contre la société qui l'avait mis dans cette situation. Il avait à ce point conscience d'être un monstre, à ne pas se sentir monstrueux, qu'il se livra à une attaque contre une banque, armé d'un pistolet d'enfant, mais il fut acquitté. Les psychiatres expliquèrent au juge que c'était un cas typique de transfert, et qu'il voulait se faire punir à tout prix, puisque l'acte qui pesait sur sa conscience, le bombardement d'Hiroshima, était demeuré impuni. Ce fut pour mon père comme une illumination. Il avait compris qu'il pouvait faire n'importe quoi sans courir aucun risque. Il devint un véritable bandit et chaque fois qu'on l'arrêtait, il s'en tirait avec un petit séjour dans un hôpital psychiatrique. On ne pouvait tout de même pas punir l'homme d'Hiroshima, si profondément traumatisé par son acte. Les journaux parlaient sans cesse de lui. Chaque fois qu'il faisait un mauvais coup, on le citait en exemple à la jeunesse. C'était un cas typique de conscience morale profondément ébranlée et qui aspirait à la punition pour se soulager. Il était toujours invité à la tribune d'honneur de tous les meetings où l'on stigmatisait la culpabilité américaine, à côté d'un ancien officier d'aviation qui s'était fait une réputation de martyr analogue en pulvérisant un village vietnamien. On lui conseillait même de se présenter aux élections, mais sa réputation était très difficile à soutenir. Lorsqu'il restait tranquille quelques mois, sans commettre un acte contre la loi pour se faire punir et pour attaquer une société qui avait fait de lui un criminel, sa popularité baissait, on l'oubliait. Les journaux cessaient de parler de lui. Les milieux pacifiques et humanitaires commençaient à le regarder de travers. On avait l'impression qu'il trahissait, qu'il s'était endurci et n'avait plus de problème de conscience. Mon père était encore obligé de faire un mauvais coup pour leur prouver qu'il continuait à souffrir dans les profondeurs de son âme et qu'il aspirait toujours au châtiment. Ce n'était pas une vie. Il se saoulait de plus en plus, ce qui offrait le double avantage d'être agréable et de correspondre à ce que les gens attendaient de lui. Parfois, il me donnait rendez-vous dans un drugstore et on restait longtemps sans se parler. Il y avait pourtant des choses qu'on avait à se dire, mais on était tellement effrayés, tous les deux, qu'on avait peur d'en venir à des aveux qu'il ne fallait faire à aucun prix, dans notre situation. On n'était pas à la hauteur, lui et moi,
Il y a des gens qui sont faits pour la grandeur, et d'autres pas. Mon père était un type simple. C'était pour lui une responsabilité terrible de sentir tout ce que l'Amérique attendait de lui. Et il souffrait de ne pas éprouver le moindre remords. Ça lui foutait des complexes d'infériorité et de culpabilité. Ça le démoralisait complètement. Il en venait vraiment à regretter d'avoir foutu cette bombe sur Hiroshima. 100 000 morts pour rien. Même pas pour vous permettre de donner à votre pays une bonne conscience morale, en lui montrant comment vous avez été psychologiquement, moralement et spirituellement détruit par votre geste. Mon père sentait de plus en plus clairement qu'il était une victime de la société. C'était la faute à l'armée. Avant de confier à un type la mission d'atomiser une grande ville, hommes, femmes et enfants, on devrait faire passer des tests aux candidats, puis en choisir un doté d'une haute conscience morale, quelqu'un d'instruit et d'humanitaire, digne d'une telle mission. On se regardait donc dans les yeux tous les deux, et on ne disait rien. Mais on se comprenait, et moi j'aimais bien le pauvre vieux. Je savais qu'il en avait marre. Alors j'ai attaqué une bijouterie, ça lui permettait de souffler un peu, et les journaux expliquaient mon acte par la haine que m'inspirait mon père. Je cherchais à le punir, à me venger de lui et du nom que je portais. J'étais toujours acquitté, mais j'en avais plein le dos des psychiatres. Ma mère se faisait toujours sauter par des Japonais, mais c'était plus facile pour elle. Elle était fille d'un pasteur méthodiste. Elle avait des dispositions pour le châtiment. Elle cherchait à se faire punir et à se faire pardonner. Elle avait le sens du péché et de la chute. Mais mon père et moi, on était des brutes, faut bien le dire. Une ou deux fois, il était arrivé saoul à notre rendez-vous et terriblement déprimé. Il s'était mis à gueuler qu'il en avait assez de ma mère et de ces Japonais et qu'Hiroshima, ça ne lui faisait ni chaud ni froid. Il en avait assez de souffrir parce qu'il ne souffrait pas. Et que si j'avais honte de la brute sans âme ni conscience, je n'avais qu'à aller me faire foutre. Il finissait par tout casser. Et lorsque les flics arrivaient, il était encore obligé de leur expliquer qui il était pour ne pas payer d'amende. Et les flics disaient au patron du drugstore de retirer sa plainte, que ce type-là était un martyr de la science, et qu'il fallait le comprendre. Mon père quittait les lieux la tête haute, et avant de sortir, se retournait pour me tirer la langue. Puis je ne le voyais plus pendant quelque temps. J'ai fini par le haïr vraiment, avec tous les emmerdements qu'il me causait. Je commençais à en avoir vraiment assez de la société et de toutes ses exigences. C'est à ce moment que mon père réapparut parce que les journaux avaient écrit qu'il n'osait même plus regarder son fils dans les yeux. Il réapparut avec des journalistes et me regarda dans les yeux pour leur faire voir. Et j'en avais tellement marre que je saisis une bouteille de bière et la lui cassai sur la tête. Et le lendemain, naturellement, j'étais à la première page des journaux. L'Amérique, émue jusqu'aux larmes, tout le monde m'envoyait des cadeaux. J'ai foutu le camp à San Francisco, où j'ai trouvé du travail sous un faux nom. Là-dessus, il y a eu ce nouveau scandale, à cause de mon père, qui a essayé de soutirer de l'argent à l'ambassade du Japon, à Washington, sous prétexte que c'était une très bonne affaire pour eux, qu'on continuait à parler de la culpabilité américaine envers le Japon. Mais comme les Japonais payaient déjà 42 types qui avaient soi-disant détruit Hiroshima et Nagasaki, ils refusèrent de le subventionner. Au lieu de la fermer, mon père dénonça l'ambassade à la presse, se plaignant que les Japonais refusaient de le dédommager des souffrances morales qu'il avait endurées. Tout ça tombait à un moment où l'aviateur japonais, qui avait mené le raid sur Pearl Harbor, faisait une tournée de contrition, de mea culpa et de remords à travers les États-Unis. Et on accusa mon père d'avoir déclenché cette affaire exprès pour nuire au bon rapport entre les deux pays. Vous pensez si j'en avais assez? Je n'avais qu'un seul rêve. M'engager dans l'aviation et bombarder Hiroshima ou New York, ou n'importe quoi. J'ai essayé de m'engager, mais ils n'ont pas voulu de moi dans l'aviation, naturellement, à cause de mon père. Finalement, je compris qu'il ne me restait qu'une seule chose à faire. Vivre de ma réputation de fils qui portait le péché de son père sur le dos. Et j'ai trouvé un type qui me rédigeait des articles que je signais, et j'ai pu faire des tournées de conférences. C'était un bon filon. Et puis, j'ai eu une nouvelle bagarre avec mon père à San Diego. Il était venu me dire que je lui ôtais le pain de la bouche, qu'il n'y en avait pas assez pour deux. Hiroshima, c'était lui. C'était l'œuvre de sa vie. Surtout que maintenant, il s'était fabriqué un tic nerveux formidable. Un tremblement de tout le corps et, avec ses cheveux blancs, il expliquait au public que ses cheveux avaient blanchi en quelques heures, après le raid. Il n'admettait pas que son propre fils lui file la concurrence. Finalement, on coupa la poire en deux. Je faisais la côte ouest et lui, tout le reste du pays. Mon père savait un peu jouer de la guitare. Et on lui avait composé un folk song. Hiroshima, tu m'as détruit.
C'était l'histoire du cow-boy qui avait abandonné sa prairie et les siens pour aller commettre un crime épouvantable. Le disque avait tenu 1 an au sommet du hit parade, aussitôt après les Rolling Stones, en France. On a même fait un film analogue, qui a eu un succès fou. Hiroshima, mon amour. Mon père et sa bombe étaient vraiment à l'origine d'un boom culturel. Je voulais ma part du gâteau. J'achetais une guitare électrique et avec quelques copains qui revenaient du Vietnam, on a formé un petit groupe folklorique. Seulement, tout le monde s'était mis à exploiter le filon et je ne suis pas arrivé à m'imposer. Je m'étais mis à haïr mon père sérieusement. J'ai même déclaré aux journalistes que c'était un imposteur et qu'il n'avait jamais bombardé Hiroshima. Mais l'armée lui a fait un certificat attestant que c'était bien lui et que son honnêteté ne pouvait donc être mise en doute. Et voilà. Il ne m'a rien laissé. Il a tout pris pour lui-même. Je vois partout sa photo dans les vitrines, sur les disques. Il est devenu le symbole de la culpabilité américaine. Et il permet à tout le monde de se sentir coupable et d'avoir mauvaise conscience. Ce qui est très agréable et vous rassure sur vous-même, en vous prouvant que vous avez une conscience and that you really care. Il ne m'envoie jamais un sou. Chaque fois que je lui demande de l'argent, il me répond par une lettre où il pontifie. Il me rappelle qu'il s'est fait lui-même, le self-made man, au prix de beaucoup de peine, de larmes et de sang, et que je n'ai qu'à faire comme lui. Il y a la guerre au Vietnam. Je n'ai qu'à m'engager à aller partager là-bas les souffrances du peuple vietnamien, leur foutre sur la gueule et devenir coupable. Peut-être qu'avec un peu de chance, on me dira d'aller jeter une bombe sur Hanoï, et je deviendrai quelqu'un moi aussi. J'en reviendrai avec une conscience ébranlée, et des sujets de chansons. Vous connaissez le reste? Tous les succès que mon père a eus. Il a été à l'origine de toute une renaissance du folk singing. La bombe, les radiations, le Vietnam, la discrimination raciale, la misère des Noirs. Tout cela est entré dans le folklore américain. Tout cela est maintenant un thème de chansons et de ballades innombrables, de Bob Dylan à John Baez et cent autres. Quant à moi, je suis venu à Tahiti avec mon agent, qui avait eu une idée formidable pour me lancer. On devait louer un voilier tout blanc, qu'on baptiserait Dignité humaine, et mettre le cap sur Mururoa, au moment même où la France allait y faire exploser sa bombe nucléaire, pour protester, en se faisant radioactiver. De toute façon, la marine française allait nous intercepter et nous foutre en tôle. On ne courait aucun risque. Et vous voyez d'ici les journaux, le fils de l'homme qui a bombardé Hiroshima, etc. J'étais sûr de trouver des engagements avec une publicité pareille. Mais dès qu'on est arrivé ici, mon agent m'a laissé tomber, il s'est rué sur les Vainés, et je ne l'ai plus jamais revu. J'ai toujours tout raté. Voilà. Vous avez voulu savoir comment j'en suis venu là. Et ce que je fais ici, vous le savez maintenant. La malédiction de mon père pèse sur moi. Je suis maudit. Damné. Ma vie a été brisée par un crime que je n'ai pas commis, et dont pourtant je ne me remettrai jamais. Je m'accroche malgré tout à la vie, pour donner l'exemple, pour mettre les hommes en garde. J'ai même un accord avec le directeur du tourisme, ici. Il me donne l'exclusivité du rôle, et s'il y a un autre type qui se présente pour faire, à l'usage des touristes, le fils, le cousin ou le neveu du type qui a jeté la bombe sur Hiroshima, il s'engage à l'expulser. C'est moi, et moi seul, qui ai l'exclusivité pour Tahiti. On m'appelle ici simplement le fils de l'homme. Et ça suffit. Tout le monde comprend immédiatement. J'espère que vous ne vous méprenez pas sur ce que je veux dire. Je ne suis pas devenu une simple attraction touristique, je sers à quelque chose. J'ai rempli une mission. Lorsqu'on me montre touriste, lorsqu'on me voit avec ma veinée, passant ma vie à forniquer, à boire et à danser pour tenter d'oublier qui je suis, les gens sont très émus. Ils se sentent coupables envers moi. Lorsque je saisis ma guitare et chante ma célèbre ballade du fils maudit, le public est vraiment bouleversé. Il y a quelque chose de beau dans cette image de la faute au paradis terrestre. Ça les touche bien autrement que si je faisais ça comme Bob Dylan sur la scène d'un music-hall. Ma réputation commence à grandir, et j'ai déjà reçu des offres de Disney World. Que voulez-vous? Mon père m'a entièrement déshonoré. Lorsqu'on dit que je suis un vaurien, un jouisseur et un salopard, à qui la faute? J'assume en entier la faute de l'homme. Je veux même qu'on me sache heureux. Voilà où j'en suis.
On ne peut pas tomber plus bas. Je vais jusqu'à poser pour des photos obscènes, afin de m'humilier encore plus complètement et d'assumer jusqu'au bout ma déchéance. Je les vends 50 francs les 10. Au fond, ce sont des photos d'Hiroshima. Des photos de la plus grande obscénité de tous les temps. Ce sont des documents historiques. Tenez. Cohn sortit les photos de sa poche et les jeta sur la table. C'étaient les reproductions des fameuses photos pornographiques que Gauguin avait achetées à Port Saïd, en route pour Tahiti, et qui figurent aujourd'hui dans les archives du musée de Düsseldorf. Mrs. Bradford pleurait d'humiliation. Le visage de son mari avait une expression d'indignation bouleversée. Les eaux émeraudes, les cocotiers, les plages blanches et les cascades heureuses les entouraient de cette indifférence admirable de la nature envers ce qui, étant humain, ne pouvait la concerner. Cohn avait le sentiment d'avoir été vraiment à la hauteur de sa haine et de ne pas avoir usurpé son prénom de Gengis. Il sentait qu'il venait de saccager et de brûler une civilisation criminelle à la tête de 100 000 écologistes révoltés et de danser une danse du scalp vengeresse sur des ruines encore fumantes sous les applaudissements et les rires d'une jeunesse désespérée. « Je vous prie de quitter mon bateau immédiatement !» dit Bradford, blême de rage. « C'est ignoble. Je sais que votre génération ne respecte plus rien, mais il y a quand même des limites au cynisme et à la provocation. » Cohn se leva. « Je peux prendre un cigare ?»« Poney and be damned !» Des Monte Cristo. Cohn prit toute la boîte. Il éprouvait le sentiment extrêmement satisfaisant du croisé qui s'était arrêté en route pour mettre à sac Byzance, avant d'aller libérer le tombeau du Christ à Jérusalem. « Vous pouvez utiliser le yo-yo. Laissez-le à terre. » Cohn n'utilisa pas le yo-yo. Il se laissa glisser dans l'eau et nagea sur le dos, en tenant la boîte de cigares au-dessus de sa tête. Il vit Mrs. Bradford saisir les photos et les jeter à la mer. Il y avait pourtant là quelques positions idéologiques que n'aurait pas désapprouvé Mao Tse-tung et ses chiens rouges culturels. Cohn flottait sur le dos, le cigare entre les dents, les yeux pleins de ciel.